Relecture matricielle des théorèmes généraux sur les applications linéaires. L'objet de cette vidéo, c'est de faire un tour d'horizon des résultats généraux sur les applications linéaires et de les retraduire d'un point de vue matriciel. Il faudra donc revenir sur un certain nombre de concepts et d'objets que l'on a vus sur les applications linéaires et de les traduire dans le cadre matriciel. En particulier, on a défini par exemple le noyau d'une application linéaire, et bien maintenant nous allons définir le noyau d'une matrice. Ou on a aussi défini l'image d'une application linéaire, et bien maintenant nous allons définir l'image d'une matrice, etc., etc. Vous l'aurez compris, il n'y aura rien de nouveau du point de vue théorique. L'enjeu essentiel, c'est de voir comment s'opèrent les calculs que l'on a déjà fait dans le cadre des applications linéaires, mais cette fois-ci d'un point de vue matriciel. Revenons quelques instants sur la traduction matricielle d'une application linéaire. Donc fixons le cadre, ici j'ai pris E et F, deux espaces vectoriels de dimension finie. E qui sera de dimension P et F de dimension N, et j'ai pris petit f, une application linéaire de grand E dans grand F. Donc symboliquement, petit f va de grand E dans grand F, et un vecteur U associe f de U. Alors vous le savez, si on fixe des bases sur E et sur F, eh bien on peut associer à petit f une matrice, comme ceci. Donc en fixant des bases, je ne précise pas plus que ça. On va avoir une matrice, et je vous rappelle que cette matrice aura pour nombre de colonnes la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire ici P, et pour nombre de lignes, la dimension de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire N. Par conséquent, A est une matrice à N lignes et P colonnes. Alors maintenant, réécrivons cette expression-là de manière matricielle. Donc que fait A? Alors nous savons que A prend une matrice colonne grand X qui représente U et lui associe une matrice colonne A grand X qui représente F de U. Maintenant, quels sont les espaces ici? Eh bien, comme X représente U, nous savons que c'est une matrice colonne dont la hauteur sera la dimension de E, c'est-à-dire P. Il y aura donc P' et une colonne pour cette matrice. Ensuite, dans l'espace d'arrivée, AX représente un vecteur f de U qui est dans grand F, donc AX est une matrice colonne dont la hauteur sera la dimension de grand F, c'est-à-dire ici n. Donc la matrice AX aura n lignes et une colonne. Par conséquent, vous voyez, on peut voir A comme une fonction qui va de mp1 de k dans mn1 de k. De plus, vous savez aussi que f est linéaire, c'est-à-dire que si vous prenez u et v de vecteurs et lambda un scalaire, vous avez cette relation-là, f de u plus lambda v, c'est égal à f de u plus lambda f de v. Et bien forcément, vous aurez aussi la relation équivalente d'un point de vue matriciel. C'est-à-dire, si vous prenez A et que vous l'appliquez à x plus lambda y, où x représente u et y représente v, eh bien ça vous donnera ax plus lambda ay. Et vous voyez ici une relation de linéarité de la matrice A, mais vue comme une fonction. Et donc, comme A, vu comme une fonction, a un comportement linéaire, eh bien on peut dire que A est une application linéaire qui va de mp1 de k dans mn1 de k. Ce que l'on peut noter comme ceci, mais c'est un petit peu lourd quand même, on peut dire que A appartient à L de mp1 de k, mn1 de k. C'est une notation un petit peu difficile à manier, donc on l'emploie très rarement. Maintenant que nous avons compris qu'une matrice A pouvait être vue comme une application linéaire allant de mp1 de k dans mn1 de k, revisitons le concept d'injectivité et de surjectivité dans le cadre matriciel. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre les définitions d'injectif et surjectif que j'ai remis ici, mais les retranscrire dans notre nouveau langage à nous. Alors, nous allons dire que A est injective
si et seulement si. Alors au lieu de mettre pour tout U et V dans l'espace de départ E, comme ici, et bien ici nous allons mettre pour tout grand X et grand Y des matrices colonnes de MP1 de K. Et puis l'équation qui est ici, f de U est égal à f de V, va devenir AX est égal à Y, implique U égale V, implique pour nous X est égal à Y d'un point de vue matriciel. Et nous avons la définition de l'injectivité d'une matrice. Même chose pour la surjectivité, donc on définira la surjectivité comme ceci, A est surjective si et seulement si. Donc ici on prend un vecteur V quelconque de l'espace d'arrivée, donc nous ça sera une matrice quelconque Y de Mn1 de K. Il doit exister un vecteur U dans l'espace de départ, ça va devenir il existe un X dans MP1 de K, tel que V est égal à F de U, donc pour nous V c'est Y, et F de U, eh bien ça sera AX. Et nous venons d'établir le concept de surjectivité d'une matrice. Maintenant que nous avons défini le concept d'injectivité d'un point de vue matriciel, il est temps d'explorer la notion de noyau d'un point de vue matriciel, parce que vous savez, lorsqu'on a une application linéaire injective, c'est équivalent de dire que son noyau est réduit au vecteur nul. Alors traduisons ceci matriciellement. Quelle va être la définition du noyau d'une matrice? Eh bien ça va être ceci. Donc ici, le noyau d'une application linéaire, c'est vous prenez n'importe quel vecteur U qui se trouve dans l'espace de départ. Donc ici, ça sera n'importe quel grand X dans MP1 de K. Qui vérifie f de U est égal au vecteur nul. Donc nous, ça sera qui vérifie AX est égal à 0. Et nous avons la définition du noyau d'une matrice. Ensuite, nous savons que ker de f est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ. Eh bien, nous aurons la même chose. Ker de a, ce sera un sous-espace vectoriel de MP1 de K. Enfin, nous avons vu le théorème suivant. F est injectif si et seulement si le noyau de f est réduit à 0. Eh bien, nous aurons la même chose pour une matrice. A est injective si et seulement si le noyau de A est réduit à la matrice nulle. Je vous donne maintenant un exemple de calcul de noyau d'une matrice. Et vous allez le voir, si vous savez bien faire le calcul du noyau d'une application linéaire agissant sur l'espace vectoriel Rn, eh bien vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup de différence avec le calcul du noyau d'une matrice. La seule différence, ce sera que les vecteurs, au lieu d'être écrits sous forme de lignes, seront ici écrits sous forme de colonnes. Alors allons-y. Ici, on nous dit de considérer cette matrice réelle à 2 lignes et 4 colonnes, et on nous demande est-ce qu'elle est injective. Donc, on va chercher son noyau. Si le noyau est réduit à 0, eh bien oui, elle sera injective, sinon elle ne sera pas injective. Pour calculer le noyau, moi je vous recommande de remettre la définition. Donc le noyau de A, c'est l'ensemble des matrices colonnes qui vérifient AX est égal à 0. Alors parfois on bloque un petit peu, on ne sait plus trop ce qu'il faut mettre ici. Eh bien souvenez-vous que ça doit être une matrice colonne qui puisse s'appliquer à la matrice qui est ici. Et il faut ici avoir une matrice colonne de hauteur 4 pour pouvoir s'appliquer à cette matrice-là. Donc on va avoir une matrice à 4 lignes et une colonne réelle, puisqu'on travaille ici avec des réels. Ensuite, eh bien, on va remplacer grand X par une expression générique qui va nous permettre de faire des calculs. Donc comme elle a pour hauteur 4, je vais la remplacer par x, y, z, t, donc qui appartient à M4,1 de R, tel que, donc A je vais remplacer par son expression, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 1, 2, appliqué à x, y, z, t, est égal à 0. On va calculer ce produit matriciel. Donc ça nous fait x, y, z, t appartenant à M, 4, 1 de R, tel que x plus y plus z plus t pour la première ligne et x plus 2y plus z plus 2t pour la deuxième est égal à 0. 0 c'est sous-entendu le vecteur nul, et le vecteur nul pour les matrices colonnes à deux étages, c'est tout simplement 0, 0. Ensuite, cette égalité-là, elle va me donner un système. Donc ça nous fait x, y, z, t appartenant à M, 4, 1 de R, vérifiant ces deux équations-là. X plus y plus z plus t est égal à 0, et x plus 2y plus z plus 2t est égal à 0. Ce système, je vais l'échelonner. Donc ceci, c'est aussi égal à x, y, z, t dans M, 4, 1 de R, tel que, donc là je vais faire ligne 2 moins ligne 1, ça va me faire disparaître ce x. X plus y plus z plus t est égal à 0. Donc si je fais ça moins ça, x disparaît. 2y moins y, ça fait y. Z moins z, ça disparaît. 2t moins t, ça fait t est égal à 0. Ensuite, ce que je vois ici, c'est que par exemple, je peux remplacer y par moins t, en passant le t de l'autre côté. Donc je vais le remplacer ici et là. Donc ça va me faire x moins t z t, toujours dans M, 4, 1 de R, tel que x moins t plus z plus t est égal à 0. Vous voyez, j'ai remplacé le y par moins t ici. T moins t, ça simplifie. Et j'observe que x peut s'écrire comme moins z, donc je vais le remplacer également. Donc ça va me donner moins z, moins t, z et t, tel que z et t sont des réels. Ceci, comme dans Rn, on va le casser en morceaux. C'est en fait z fois la matrice moins 1, 0, 1, 0, plus t fois la matrice 0, moins 1, 0, 1, tel que z et t sont des réels. Et là, on reconnaît un vecte, puisque on a des vecteurs qui ont pour forme scalaire fois lui plus scalaire fois lui. Donc c'est en fait vecte de moins 1, 0, 1, 0, 0, moins 1, 0, 1. On a montré que ker de A s'écrivait comme ce vecte-là. Par conséquent, ker de A n'est pas réduit au vecteur nul. Donc A n'est pas injective. Et vous voyez que dans ces calculs, tout fonctionne finalement comme dans Rn. Faisons maintenant le même travail pour définir l'image d'une matrice. Donc, comme d'habitude, j'ai tout mis à gauche et on va transcrire à droite. Définissons l'image de A. Alors l'image de F, c'est l'ensemble des F de U tel que U est dans l'espace de départ. Donc pour nous, ça sera l'ensemble des AX tel que X est un vecteur colonne de l'espace de départ, donc appartenant à M, P1 de K. On a aussi cette définition alternative de l'image. Donc là, c'est l'ensemble des vecteurs dans l'espace d'arrivée. Donc pour nous, ça sera l'ensemble des matrices Y dans l'espace d'arrivée, c'est-à-dire Mn1 de K, tel qu'il existe un vecteur dans l'espace de départ, donc nous, ça sera, il existe un X dans MP1 de K, qui vérifie V est égal à F de U, donc nous, ce sera Y est égal à AX.
L'image de f est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée, donc nous ça sera image de A est un sous-EV de M, N1 de K. Et enfin, f est surjective si et seulement si son image est égale à l'espace d'arrivée. Eh bien, nous aurons A surjective si et seulement si l'image de A est égale à Mn1 de K. Calculer l'image d'une matrice est quelque chose de très simple. Je vais vous l'expliquer ici. Rappelez-vous, lorsque vous disposez d'une matrice ayant P colonnes et que vous la multipliez par un vecteur colonne à P lignes. Cette multiplication peut se faire en utilisant la formule que je vous ai apprise ou bien en jouant sur les colonnes. Le produit de ça fois ça, c'est égal à x1 fois la colonne 1 plus x2 fois la colonne 2 plus xp fois la colonne p. Une fois qu'on se souvient de ça, revenons à la définition de l'image. L'image de A, c'est l'ensemble des AX tels que X appartient à MP1 de K. Si on remplace X par cette expression générale-là et A par cette expression-là, eh bien le produit AX va nous donner ceci, X1 fois la première colonne de A, plus X2 fois la deuxième colonne de A, plus XP fois la pème colonne de A, et dire que grand X appartient à MP1 de K, ça veut dire que les coordonnées X1, XP eh bien, sont dans K, donc telles que X1, XP sont dans K. Et quand on voit cette expression-là, on se dit, eh bien c'est un vect. C'est un vect puisqu'on a scalaire fois ceci, plus scalaire fois cela, plus etc. scalaire fois cela. C'est en fait vect de colonne 1 de la matrice, colonne 2 de la matrice, colonne P de la matrice. Autrement dit, calculer l'image de A, c'est mettre dans un vect chacune des colonnes de la matrice. Pour illustrer notre astuce de calcul, examinons cet exemple. On considère ici une matrice A à 2 lignes et 3 colonnes, une matrice réelle, et on se pose la question, est-ce qu'elle est surjective? C'est-à-dire qu'on va chercher l'image de cette matrice et vérifier si l'image est égale oui ou non à son espace vectoriel d'arrivée. Alors d'abord, identifions les espaces vectoriels sur lesquels agit la matrice A. Alors A, je vous le rappelle, peut être vu comme une application linéaire. Ici, qui va prendre un vecteur colonne de hauteur 3, donc qui va aller de M3, 1 de R. Alors ici, je travaille avec des réels, c'est pour ça que je mets R. Et quand vous appliquez votre vecteur colonne de hauteur 3 et vous faites le calcul, ça va renvoyer un vecteur colonne de hauteur 2. Donc, pour que A soit surjective, il suffit de vérifier que l'image de A est égale à cet espace vectoriel. Alors je vous rappelle que M de 1 de R, c'est aussi égal à vect de 1, 0, 0, 1. C'est quelque chose que nous avons vu ensemble lorsqu'on a construit cet espace vectoriel. Alors calculons l'image de A. Grâce à notre astuce de calcul, nous savons que l'image de A, c'est vect des colonnes de cette matrice, c'est-à-dire vect du vecteur 1, 1, ça c'est la première colonne, du vecteur 1, 2, c'est la deuxième colonne, et du vecteur 1, 1, c'est la troisième colonne. Maintenant, regardez, le vecteur 1, 1 est déjà combinaison linéaire des deux autres, puisqu'il est présent deux fois dans le vect. Donc ce 1, 1, on peut l'enlever du vect. Donc c'est aussi égal à vect de 1, 1, 1, 2. Maintenant, nous allons faire des manipulations sur les vects pour faire apparaître ceci. Alors ce que l'on peut commencer par faire, par exemple, c'est de faire ce vecteur moins ce vecteur. Donc ça nous fait vect, donc 1 moins 1, 0, et 1 moins 2, moins 1, 1, 2.
Ce vecteur, je peux le multiplier par moins 1. Donc ça fait vect de 0, 1, 1, 2. Et ensuite, je peux faire ce vecteur moins 2 fois ce vecteur, si bien que ça va faire disparaître ce terme. Donc ça va faire vect de 0, 1. Donc ça, moins 2 fois ça fait 1 moins 2 fois 0, donc 1. Et 2 moins 2 fois ça, 0. Enfin, dans un vect, l'ordre des vecteurs ne compte pas, donc je peux changer leur place. Donc ça fait vect de 1, 0, 0, 1. Et regardez, je retrouve l'expression qui est ici, qui est en fait égale à m de 1 de r. Je viens donc de montrer que l'image de A est égale à m de 1 de r. Donc l'image de A est bien égale à l'espace vectoriel d'arrivée de mon application linéaire A. Conclusion, A est surjective. Nous allons maintenant traduire dans un langage matriciel les théorèmes concernant les applications linéaires. Commençons par le théorème Durand. Alors je vous rappelle, le théorème Durand dit que si on prend deux espaces vectoriels, grand E et grand F, avec grand E de dimension finie, et que si on prend une application linéaire qui va de grand E dans grand F, alors la dimension de l'espace vectoriel de départ, c'est-à-dire ici grand E, est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image de l'application linéaire. En termes matriciels, si on prend une matrice A à n lignes et p colonnes, je vous rappelle qu'on peut la voir comme une application linéaire qui va de mp1 de k dans mn1 de k. Si on transcrit ce théorème, on obtient ceci. La dimension de l'espace vectoriel de départ, c'est-à-dire la dimension de mp1 de k, est égale à la dimension du noyau de la matrice plus la dimension de l'image de la matrice. D'autre part, je vous rappelle que la dimension de mp1 de k vaut p. C'est un résultat que nous avons établi lorsque nous avons montré que mp1 de k avait une structure d'espace vectoriel. Et je vous rappelle aussi que p, c'est le nombre de colonnes de A. Donc, nombre de colonnes de A. Par conséquent, le nombre de colonnes de la matrice A est égal à la dimension du noyau plus la dimension de l'image de A. Pour illustrer l'utilisation du théorème Durand dans un cadre matriciel, examinons cet exemple. On considère ici une matrice de taille 3,3 constituée que de 1. On nous demande de calculer la dimension de l'image de A et d'en déduire la dimension de son noyau. D'abord, commençons par calculer l'image de A. L'image de A, grâce à l'astuce que nous avons vue tout à l'heure, c'est égal à vect de ses colonnes, c'est-à-dire ici vect de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Alors clairement ici on voit que 1, 1, 1 est déjà combinaison linéaire des deux précédents, et puis pareil pour le deuxième, il est déjà combinaison linéaire du premier. Par conséquent on peut se débarrasser de ces deux-là. Donc c'est aussi égal à vect de 1, 1, 1. On a écrit image de A sous forme de vect, c'est donc que ce vecteur forme une famille génératrice de l'image. Donc le vecteur tout seul, 1, 1, 1, est une famille génératrice de l'image de A. Maintenant, rappelez-vous, c'est un résultat que nous avons vu lorsque l'on a étudié les bases. Lorsque vous avez un vecteur tout seul qui est non nul, il est automatiquement une famille libre. Donc, de plus, 1, 1, 1 est non nul. Donc la famille constituée de ce seul vecteur est libre. La famille constituée de ce seul vecteur est génératrice et libre. C'est donc une base. Conclusion, 1, 1, 1 est une base de l'image de A.
Nous pouvons alors trouver la dimension de l'image de A. La dimension de l'image de A, c'est le nombre d'éléments qui constituent une base. Et là, il n'y a qu'un seul élément. On a donc la dimension de l'image de A, c'est le cardinal d'une base de A. Mais là, vous voyez, dans cette base, il n'y a qu'un seul vecteur, donc c'est 1. On a trouvé la dimension de l'image de A, on va pouvoir en déduire la dimension du noyau grâce au théorème du rang. Par le théorème du rang, nous avons vu que le nombre de colonnes, c'est-à-dire ici 3, est égal à la dimension du noyau de A plus la dimension de l'image de A. La dimension de l'image de A, on vient de le voir, c'est 1. Eh bien, on résout l'équation et on en déduit que la dimension du noyau de A est égale à 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Et on vient de trouver la dimension du noyau. Passons maintenant aux résultats sur les isomorphismes. Les résultats que j'ai mis sur la feuille ici, ce sont des résultats que nous avons déjà vus, donc on va les lire très rapidement. Je vous rappelle que si vous avez deux espaces vectoriels de dimension finie et une application linéaire qui va de E dans F, si F est bijective, c'est-à-dire si F est un isomorphisme, alors vous devez avoir que les deux espaces vectoriels sont de même dimension. Traduit en termes matriciels, la matrice A sera bijective, c'est-à-dire que A sera une matrice inversible, implique que la dimension de cet espace doit être égale à la dimension de cet espace, c'est-à-dire que P doit être égal à N. Et si P est égal à N, ça veut dire que la matrice sera carrée. Autrement dit, une matrice inversible est automatiquement une matrice carrée, et c'est un résultat que nous avons déjà rencontré. Pour terminer, traduisons ce dernier exemple, qui lui aussi concerne les isomorphismes. Je vous rappelle que si vous avez deux espaces vectoriels de dimension finie qui ont même dimension, et que vous prenez une application linéaire entre ces deux espaces vectoriels, eh bien vous avez équivalence entre bijectivité, injectivité et surjectivité. Alors si on doit traduire ça en termes matriciels, comme la dimension de l'espace de départ est égale à la dimension de l'espace d'arrivée, on doit considérer une matrice carrée. Donc A appartient à MNN de K. Donc en particulier, on pourra voir A comme une application linéaire de MN1 de K dans MN1 de K. Et on transcrit le résultat qui est là, et c'est rigoureusement la même chose. C'est-à-dire A est bijective, ce qui veut dire que A est inversible. Si et seulement si A est injective, c'est-à-dire le noyau de A est réduit à 0. Ce qui est équivalent aussi à dire que A est surjective, c'est-à-dire que l'image de A est égale à l'espace vectoriel d'arrivée, c'est-à-dire ici MN1 de K. Pour illustrer notre théorème que j'ai remis ici, donc une matrice carrée est inversible si et seulement si elle est injective, si et seulement si elle est surjective, eh bien nous allons regarder cet exemple-là. Donc là on a une matrice carrée de taille de 2, on nous demande d'en calculer son noyau et d'en déduire si oui ou non elle est inversible. Alors calculons le noyau de A. Donc je reviens à la définition, c'est l'ensemble des x qui vérifient l'équation AX est égale à 0. Ici, x c'est un vecteur colonne qui doit être de taille 2 pour être appliqué à A. Donc x appartient à M de 1 de R. Ensuite je remplace.
Donc grand X, je peux l'écrire comme XY, appartenant à M de 1 de R, tel que, donc A je le remplace également, donc ça fait 1, 1, 1, moins 1, appliqué à XY, qui doit faire 0. Je calcule le produit matriciel qui est ici, donc c'est X, Y dans M de 1 de R, tel que X plus Y, X moins Y est égal. Donc là, c'est sous-entendu le vecteur nul pour les vecteurs colonnes à deux étages, donc 0, 0. Ce qui me donne un système, xy appartenant à M de 1 de R, tel que x plus y est égal à 0 et x moins y est égal à 0. On échelonne un petit peu ce système, donc ça fait xy dans M de 1 de R. Donc là, je vais faire tout simplement ligne 2 moins ligne 1. Donc x plus y est égal à 0. Ligne 2 moins ligne 1, les x disparaissent, et je vais avoir y moins 2y est égal à 0. Et là, regardez ce qui se passe. Y va faire 0. Comme il fait 0, je peux le remplacer ici, et x va faire 0 également. Donc je me rends compte que ceci, c'est 0, 0. Le noyau de A est donc réduit au vecteur nul. Ker de A est donc réduit au vecteur nul. Ça veut dire que A est injective. Maintenant, A est une matrice carrée. A est une matrice carrée. Donc, grâce à mon théorème, lorsque j'ai une matrice carrée, si elle est injective, elle sera automatiquement inversible. Donc A est inversible. Petite remarque au passage, ici on nous demande de vérifier qu'elle est oui ou non inversible, mais on ne nous demande pas de chercher son inverse. Donc ne faites pas de travail supplémentaire qui ne serait pas nécessaire. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? Eh bien que si vous avez une matrice A à n lignes et p colonnes, eh bien cette matrice induit une application linéaire qui va de mp1 de k dans mn1 de k, c'est-à-dire qu'il va prendre une matrice colonne x à p lignes et va lui associer une matrice colonne ax à n lignes. Une fois qu'on a compris que A peut être vu comme une application linéaire, eh bien on peut lui définir son noyau. Le noyau de A, c'est donc l'ensemble des x dans l'espace de départ, c'est-à-dire mp1 de k, qui vérifie ax est égal au vecteur nul. Et on aura le résultat habituel, c'est-à-dire A est injectif si et seulement si le noyau de A est réduit au vecteur nul. On pourra aussi définir son image. L'image de A, c'est l'ensemble des AX, tel que X est dans MP1 de K. Et on aura à nouveau le résultat qui dit que A est surjective si et seulement si l'image de A est égale à l'espace d'arrivée, c'est-à-dire Mn1 de K. On pourra lui appliquer aussi le théorème du rang. Le nombre de colonnes de A, c'est-à-dire P, est égal à la dimension du noyau de A plus la dimension de l'image de A. Et on pourra aussi lui appliquer le critère qui permet de déterminer si une matrice est inversible. Si vous avez donc une matrice carrée, cette matrice sera inversible si et seulement si elle sera injective, c'est-à-dire si son noyau est réduit au vecteur nul, si et seulement si elle sera surjective, c'est-à-dire si l'image est égale à mn1 de k. Du point de vue de la méthodologie maintenant, vous l'aurez certainement remarqué, tous les calculs sont semblables à ce qui se passe lorsqu'on travaille avec une application linéaire dans Rn. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des vecteurs qui s'écrivent sous forme de lignes avec des virgules, eh bien ici nous allons travailler avec des matrices colonnes. Et enfin, retenez aussi en termes de méthodologie que l'image de A est égale à vect de ces colonnes, ce qui est très pratique pour calculer immédiatement l'image d'une matrice.